Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va revenir sur la Ligue des Champions 2023-2024 qui a vu comme grand vainqueur et pour une 15e fois de l'histoire le Real Madrid face à Dortmund, victoire 2-0 en finale, but de Vinicius et Carvajal. On va revenir précisément sur cette finale, sur le parcours du Real Madrid et on va se focaliser vraiment sur le Real Madrid dans cette émission. En revenant notamment sur le cas Mbappé, qui Mbappé, comme vous savez tous, a signé au Real Madrid, ça y est, c'est officiel. On va également revenir sur la Ligue des Champions en donnant nos équipes types de la saison et on terminera évidemment par un jeu, le fameux jeu de l'émission. Et pour débriefer cette Ligue des Champions, qui de mieux que Louis. Salut Louis. Salut Corentin, salut à tous. Et Martin, salut Martin. Salut Coco, salut tout le monde. Et Joris, salut Joris. Salut Coco, bonsoir à tous. On va sans plus tarder commencer par revenir sur cette finale et sur le titre du Real Madrid. Comme j'ai dit, c'est la 15e Ligue des Champions sur 69 possibles dans l'histoire du Real Madrid. C'est évidemment un record. Le deuxième, c'est l'AC Milan avec cette Ligue des Champions. Est-ce encore surprenant, selon vous, que le Real Madrid remporte cette 15e Ligue des Champions ? On rappelle que c'est la 5e. La 3e pour Ancelotti et la 6e depuis 2014, donc l'année de la décima. Joris, je te laisse commencer. Est-ce que pour toi c'est encore une surprise que le Real soit champion d'Europe cette année ? Non, je pense que le fait que le Real Madrid gagne encore une Ligue des Champions, ça reste quand même quelque chose de surprenant. Au début de la saison, on les voyait forcément, on voit le Real Madrid souvent favori, mais c'était pas les grands favoris de cette compétition. On voyait plus Manchester City ou le Bayern Munich ou encore le PSG. Mais et encore le PSG, notamment quand ils sont arrivés en demi-finale, on se disait qu'il y avait une possibilité. C'est ça, mais après voilà, la Champions League, ça reste une compétition de haut niveau où malgré le fait qu'il y ait des favoris, il y a quand même toujours des surprises. Donc non, pour moi, ça reste surprenant que le Real Madrid soit encore champion cette année. Martin, pour toi, est-ce que c'est encore une surprise que le Real soit champion ? Bah ouais, presque, parce qu'on les attend jamais à victoire finale. On les voit forcément faire un bon parcours parce que c'est l'équipe mythique de cette compétition, mais on les donne jamais comme grands favoris, surtout quand on voit cet été, enfin l'été dernier maintenant, quand tu perds Karim Benzema et que tu le remplaces par Rosselló, tu te dis pas le mec il va te renvoyer en finale en faisant un doublé, tu vois. Ils arrivent à traverser des scénarios de match impossibles à faire depuis maintenant 2-3 saisons. Des scénarios assez fous et tu peux même pas miser une pièce en disant ils vont y aller et au final si ils te font contredire et ils font pas le faire, donc c'est encore une surprise mais on va finir par s'y habituer. C'est ça. Ouais, avant de passer à ton opinion Louis, je vais juste revenir sur ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse après la finale. Il revient un petit peu sur ce que tu dis Martin, sur ce fait que le Real est éternel en finale, n'est jamais mort malgré tout ce qu'on peut penser. Voilà, ça reste une très grande équipe. On va l'écouter, l'entraîneur italien du Real Madrid. Esattamente uguale, la previa le dice igual. Esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad. Uno de los dos no es suficiente. Esta plantilla me deja muy satisfecho porque no siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos, siempre peleamos, luchamos y también en el vestuario al final de la primera parte estuvimos bastante tranquilos en el sentido de también los jugadores han hablado, hemos comentado el cambio de sistema juntos, no es que yo me he tomado la decisión solo, le he dicho mira, para mí tenemos que cambiar un poco, estaban de acuerdo y lo hemos hecho. Et c'est quand même fou, Louis, de voir ça. Enfin, Carlo Ancelotti le dit, il a raison. Avec ses hommes d'expérience, au final, même quand ils perdent, ils savent qu'il y a toujours un espoir. Et c'est peut-être ça, le fait aussi que ce soit pas forcément une surprise. Oui, pour moi, c'est pas forcément une surprise parce qu'on sait qu'il y a l'expérience, etc., comme tu dis, donc ils sont restés calmes ou autres. Et puis on sait que le management de Carlo Ancelotti, c'est vraiment un management, surtout d'un point de vue offensif, où il n'y a pas de contraintes. Il laisse énormément de liberté à ses joueurs, donc on va les voir peut-être avoir du relationnisme, du positionnisme, mais on n'est pas très carré, on va dire, comme à la Guardiola. C'est plus du management. C'est ça, exactement. Un peu à la Ferguson. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand même, pour moi, ça me paraît pas surprenant. Sur les 3 dernières Ligues des Champions, Real, ça fait minimum demi-finale. Et ça perd contre City en demi-finale en 2022. De Ligue des Champions, demi-finale. C'est ça. Sur les 3 dernières. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. En plus, ils font vraiment de bonnes transitions. Kroos part, Tchouaméni va sûrement le remplacer parce qu'on sent que
Ancelotti veut le peaufiner dans ce rôle de quarterback, on va dire. Modric, il peut être remplacé par Valverde, c'est pas vraiment le même profil, mais on sent que Valverde peut vraiment couvrir beaucoup de postes. Tu disais que Benzema a été remplacé par Rossellou, c'est plus Bellingham qui prend la place de Benzema, dans un rôle vraiment de faux neuf, qui va chercher l'espace, etc. Donc il y a vraiment une vraie cohérence au Real Madrid, et ça me surprend absolument pas qu'il soit toujours au top. Et puis même, je vais te laisser la parole, Joris, mais pour revenir sur Bellingham, tu remplaces Benzema qui est une grosse star, tu remplaces ça par Bellingham qui en devient une vraie grosse star, et à 20 ans, il a la maturité d'un joueur du Real Madrid. C'est-à-dire qu'on voit que mentalement, il est prêt pour assumer un rôle de leader, et c'est quand même fou d'arriver à chaque fois à trouver ces pépites qui savent être matures au plus jeune âge. Mais après, c'est là où je voulais aussi rejoindre Louis et du coup rejoindre tes propos, c'est que oui, le Real Madrid, c'est vraiment une équipe qui joue aussi beaucoup sur le mental. Quand tu vois les joueurs tous ensemble, il n'y a jamais de conflit entre eux, tous les joueurs sont super bien intégrés. Bellingham, au bout de 15 jours, il était déjà dedans, et tu sens que vraiment ça, je pense que ça apporte énormément à l'équipe aussi, et du coup sur la cohésion de jeu qu'il y a derrière, et ça c'est le gros point fort du Real Madrid, que tu vois à l'arrivée de Camavinga, Tchouaméni, au final, cette maturité, je pense qu'il acquiert parce que il y a le jeu du Real Madrid, mais il y a aussi tout le mental qui est derrière, où tu vois bien même Ancelotti qui est très très proche des joueurs, et ça je pense que ça aide aussi énormément. Et toujours très calme aussi Ancelotti, j'aimerais bien revenir sur lui, mais c'est quelqu'un qui apporte tellement de confiance, on a l'impression à cette équipe qu'il peut rien leur arriver. C'est-à-dire qu'on voit contre City sur cette demi-finale, quart de finale pardon, ils se font manger sur les deux. Et pourtant, ils arrivent à se sortir de ce piège de City, et c'est quand même fou, Martin, de se dire que voilà, encore une fois, le Real est éternel. C'est intéressant dans ce qu'il disait, j'ai rien décidé seul. Pour moi, Ancelotti, c'est pas le meilleur manager en mode tacticien à la Guardiola ou quoi. C'est d'abord un meneur d'hommes, un mec qui sait gérer mentalement ses troupes, qui sait parler avec eux, qui est proche d'eux aussi, qui sait créer ses liens, et c'est quand t'as de l'affect comme ça, c'est toujours plus facile pour faire passer tes consignes, donner des conseils ou quoi. Et puis c'est sûr que quand dans ton vestiaire t'as des cadres comme on parlait de Modric, Kroos, mais pareil quand t'as Carvajal qui gagne aussi leur 6e Ligue des Champions, ça aide forcément. Donc c'est tout cet ensemble au sein du vestiaire qui font que la cohésion et l'harmonie est parfaite. Ouais. Et Zidane l'avait aussi cette patte quand il a gagné. Il était adjoint d'Ancelotti, donc je pense qu'il en a pas mal appris aussi grâce à lui. Mais c'est surtout, encore une fois, comme tu dis, je pense que ça apporte aussi énormément de confiance dans les joueurs, parce qu'on a peut-être certains des jeunes, comme on parlait peut-être de Camavinga, des Tchouaméni et même des Bellingham quand ils sont arrivés. Et même Vinicius, rappelle-toi, Vinicius. C'est ça. Quand il arrive, je crois que c'est sa 2e année où Benzema l'insulte va investir derrière, dans son dos, quoi, Ferland Mendy, quand il lui dit que voilà, il est trop nu, il faut pas lui faire la passe. Là, 2-3 ans plus tard, et on voit que Vinicius peut être très fort au Ballon d'Or, donc c'est quand même fou. Mais c'est surtout cette confiance, je pense, que les joueurs ont, et qu'ils ont moins ce stress après qu'il y a sur le terrain, et du coup ils se permettent d'essayer plus de choses qui du coup après deviennent des automatismes, et qui fait que le Real a finalement un beau jeu, et je pense que ça aide aussi énormément cette confiance. Et revenons un petit peu sur le parcours du Real avant de clôturer cette partie. Donc en phase de groupe, ils ont affronté le Napoli, Braga et l'Union de Berlin, donc c'était, on peut le dire, assez simple pour eux, quoi. C'était assez ouvert. Quand tu vois les saisons dans le championnat que font par exemple le Naples qui est champion et qui finit 9e, et l'Union de Berlin qui était une saison folle l'année dernière et qui ont failli se faire reléguer cette année. C'était que des surprises au final dans leur groupe. Exactement. Des surprises de l'an dernier, quoi. Et par contre en phase d'élimination directe, c'est là où c'est intéressant, parce qu'ils ont eu Leipzig en 8e. Leipzig, c'était pas le Leipzig des dernières années, certes, mais quand même. Manchester City, le gros favori, qui a été éliminé après 2 gros combats. Le Bayern, qui, on le rappelait, personne ne pensait que le Bayern allait aller en demi-finale, et au final, ils ont quand même tenu tête au Real pendant les deux matchs. Ils ont même fait très très peur au Real sur le match retour. Et puis Dortmund qui se retrouve là au milieu de nulle part, j'ai envie de dire, après une saison un petit peu catastrophe en Bundes, et qui arrive à aller en demi-finale, et qui ont tenu tête au Real, il ne faut pas l'oublier, pendant 74 minutes avant ce but de Carvajal. Même si le Real a quand même dominé globalement cette finale, il faut dire que Dortmund a eu beaucoup d'occasions. Et voilà, au final, ça n'a jamais été une partie de plaisir, on va dire, pour le Real Madrid. Cette Ligue des Champions-là a été très très dure à aller chercher, Louis.
Bah, totalement. Leipzig, je voudrais quand même pas qu'on les sous-estime parce qu'avec Marco Rose, il commence à trouver vraiment un vrai système. Il y a vraiment des joueurs qui commencent à s'intégrer. Openda, je pense que l'année prochaine va faire encore plus mal. Donc, mais bon, c'était en 8e de finale, c'était un rouage, etc. Manchester City, bah, on savait que quand même le vainqueur, ça allait quand même devenir le gros favori de cette Ligue des Champions. Face au Bayern, bah, ils ont été malmenés au premier match aller, il y a eu 2-2 quand même, donc fallait se sortir de ce piège. Et même au Bernabeu, sans un Rossellou, oui, en plus, ils sont éliminés. Voilà, parce que Bayern avait déjà perdu, on va dire, en Bundesliga, en Pokal, donc ils n'avaient plus que la Ligue des Champions, donc ils allaient mettre 200% de leur énergie là-dedans. Et puis face à un Borussia Dortmund qui avait rien à perdre et qui jouait la finale de leur vie. On va passer maintenant à vos 11 types de la saison de cette Ligue des Champions 2023-2024. Après, on reviendra un peu plus sur le Real Madrid. On va commencer avec toi, Joris. Joris, tu nous as concocté un petit 11 avec, j'ai compté dedans, 6 madrilènes. Et tu vas commencer avec le gardien Kobel. Oh là là. Non, bah oui, beaucoup de madrilènes, logiquement, encore une fois, pour la saison qu'ils font. Il y en a beaucoup de joueurs qu'on retrouve assez souvent quand même dans des équipes types. Mais bon, Kobel, déjà en gardien. J'ai hésité avec Lunin, mais ça allait faire un joueur du Real en plus, donc bon voilà. Et puis non, je trouve qu'il a fait un parcours européen assez complet. C'est lui qui apporte quand même une plus-value à cette équipe de Dortmund et qui sauve des matchs importants sur cette saison. Donc voilà, rien à lui reprocher, surtout sur le parcours européen. En latéral gauche, Ferland Mendy parce que je trouve que c'est un latéral qu'on met pas du tout assez en avant à mon goût, qui a été mis en avant là récemment par une sélection parce qu'il a été sélectionné, mais pour sûr. moi il est censé être sélectionné depuis quand même assez longtemps. C'est quand même pas normal qu'il soit appelé seulement maintenant pour l'Euro, mais voilà, Ferland Mendy, c'est un joueur qui reste toujours sur son poste et qui le fait juste parfaitement. Il faut apporter du soutien quand il le faut. Défensivement, il est bon, il est serein dans les espaces et dans les moments compliqué, j'ai envie de dire, en zone défensive. On peut le voir par exemple quand Adeyemi est parti tout seul et qu'il l'a récupéré derrière en pression, il était techniquement bon. On l'a vu il y a 2 ans quand il a stoppé in extremis le potentiel but de la qualification de Manchester City. Et donc voilà, c'est pour moi logique et mérité qu'il soit dans ce 11 type. Hummels, parce que bah voilà, ça pas grand chose à dire, c'est toujours ce pilier de Dortmund, cette pièce maîtresse qui apporte cette solidité défensivement et le mental de l'équipe surtout. Il fait partie de cette équipe qui a été tellement forte défensivement parlant. On rappelle face au PSG, enfin voilà, c'était du très très costaud. Hummels, Schlotterbeck et puis Kobel derrière aussi. Ça a été quand même assez costaud. Après t'as mis Rudiger, bah choix logique aussi, il tient la baraque, clairement. Quand il faut être dans le physique, il y est. Quand il faut faire les choix importants, il est là. On l'a bien vu quand il a gardé Haaland sur la double confrontation cette année. Il était juste parfait. Donc voilà, logique qu'il soit là. Et puis Carvajal, je l'ai mis là parce qu'il a mis son but en finale déjà. Et ça récompense encore une fois toutes ces années qu'il fait au Real. Il reste fidèle au club, il reste fidèle à son poste et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, même si des fois il fait peut-être des fautes d'inattention, mais il reste complet et bon. C'est vraiment un peu comme Ferland Mendy, les 2 pistons et les 2 latéraux sont vraiment présents au Real Madrid. Et juste pour revenir sur Rudiger et sur la défense du Real Madrid, quand on se rappelle le match contre City, j'ai pas reconnu le Real Madrid d'Ancelotti, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils étaient à 11 derrière. Non, mais c'est ça, et qu'ils jouaient en contre. Le Real Madrid jouait en contre en attendant le ballon derrière, enfin voilà, en étant à 11 dans la surface. C'est quand même très très rare et pourtant ça a tenu. Contre une équipe en plus comme Manchester City quoi. C'est ça la force du Real Madrid, c'est qu'ils sont capables de s'adapter à toutes les situations. Exactement. Guardiola disait pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il ne faut pas qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit liquide. Donc capable de toujours s'adapter, d'être en forme pour au final revenir à son état. Et Ancelotti l'a compris du coup sur ça. Et si je peux revenir sur Carvajal, moi c'est la première fois que je le vois aussi important dans l'équipe du Real. Je trouve qu'il a vraiment un vrai rôle et avant, pourtant, il n'a jamais été vraiment concurrencé à son poste. Ces dernières années, il n'y a personne vraiment pour concurrencer. Ils ont essayé Odriozola, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Donc au final, il avait toujours cette sûreté-là. Là, il l'a encore et on voit que c'est devenu un joueur très très important. C'est ça qui
qui est fou. Et oui, il fait partie de ces joueurs comme avec Toni Kroos, Modric, à être des tauliers du Real Madrid. Ouais, parce que tu as beaucoup moins de cadres au Real Madrid. Chaque année, tu en as un qui part. Et lui, ça fait des années qu'il est là. Donc maintenant, en fait, c'est lui l'ancien, hein, du coup. Donc forcément, il a plus de responsabilités. Il doit se mettre plus en avant. Et ce que j'ai bien aimé aussi cette saison, c'est que je trouve qu'il s'est énormément beaucoup plus projeté que d'habitude. Il essayait vraiment de rentrer dans la surface de réparation des fois et de tenter des choses. Et je trouve que voilà, il tente plus de choses, il se projette vraiment plus et les ballons qu'il met, ils sont beaucoup plus cohérents que ceux qu'il pouvait mettre auparavant. Ensuite, milieu logique, Toni Kroos, c'était sa dernière Ligue des Champions, il a fait un travail encore monstrueux, il livre des caviars, en veux-tu, en voilà. Bien sûr. Bellingham, parce que j'ai besoin de le dire. Quelle saison. Pas. Voilà, quelle saison. Il arrive en fanfare au Real Madrid, il fait le job. Donc qu'on le mette en milieu, en faux neuf, il est toujours complet. Et c'est ça que j'aime chez ce joueur. Vitinha, comme on en a parlé pour le débrief de la Ligue 1, c'est vraiment une saison où il s'est révélé avec le Paris Saint-Germain, où il a été important et irremplaçable en fait dans ce milieu parisien cette saison. Et sur toutes les compétitions. C'est ça. Il a pris énormément en maturité, en technique. Je l'ai trouvé beaucoup plus technique, beaucoup plus encore une fois cohérent sur ses choix. Il faisait vraiment des différences. Et puis en attaque, Vinicius, c'est du classique, forcément il était inévitable. Harry Kane, que j'ai préféré à Mbappé, parce que il n'a pas gagné de trophée cette saison, mais il a quand même fait un parcours européen assez bon. Il est sur 12 matchs à 8 buts et 4 passes décisives, c'est quand même un bon bilan. Et puis voilà quoi, il a porté le Bayern, il est arrivé, il a eu beaucoup de critiques parce qu'il est arrivé de Tottenham et on disait voilà, il a peut-être mal s'adapter, etc. Puis au final il est bien rentré dans le système et je trouve qu'il a fait son job. Toujours pas de titre malheureusement. Oui, toujours pas de titre, mais la performance est là. Ouais. Et puis la grosse surprise pour moi elle est là. Antoine Griezmann. Oui. En soi, jusqu'en quart de finale où l'Atlético s'est fait éliminer, je trouve qu'Antoine Griezmann a été... C'est pas surprenant parce qu'il y a une grosse phase de groupe. Mais voilà, il faut récompenser aussi ça. Et puis même sur les phases à élimination directe, il a fait le travail. Hein. Et puis non, voilà, il faut récompenser quand même un Griezmann qui revient en top et qui j'espère va faire un bon Euro. Martin, on va passer à ton 11 type de la saison de Ligue des Champions. Cette fois-ci, t'as pas mis Griezmann, mais t'as mis celui que je pensais être plus logique en attaque. Je te laisse commencer par l'attaque et aller vers la défense. L'attaque, pareil, Vinicius, un peu inévitable. C'est le joueur de cette saison en Ligue des Champions. Mbappé, parce que c'est lui qui a porté le PSG. T'as parlé de Vitinha, j'hésitais à mettre aussi dans mon milieu de terrain, mais bon, pour moi, il y avait largement mieux que lui. Donc je pense que Mbappé, malgré le contexte difficile encore du PSG, il a su sortir son épingle du jeu et porter encore cette équipe une fois de plus. Et puis Foden parce que franchement la saison qu'il nous fait incroyable dans cette Ligue des Champions où De Bruyne était quasiment tout le temps blessé et allant de transparent, faut le dire, lui a pris les clés du système de jeu de Guardiola et a porté City cette année, que ce soit en Ligue des Champions même en Première Ligue. Donc pour moi c'était logique qu'il y soit. Du coup la paire Bellingham. Bellingham Kroos forcément quand tu vois Bellingham l'apport offensif et dans le jeu qu'il a eu même sur ses derniers matchs notamment contre City où ils ont eu beaucoup moins de ballons, il a quand même fait ses efforts défensifs au pressing, il était tout le temps là, il a jamais lâché. Tu voyais quand il est sorti, il avait les jambes lourdes mais cramées, mais compréhensible vu comment il se l'a donné sur le terrain. Et puis t'as Rodri. Et Rodri, parce petit peu surprenant quand même, Rodri. Ouais, surprenant, mais bon, il est tellement fort, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain de ces 2 dernières saisons. À l'image de Foden, c'est vraiment les deux qui ont porté City cette année. Et mais en l'absence de De Bruyne, c'est lui qui a tenu le milieu de terrain où on voyait Bernardo Silva un peu plus absent et devant Haaland un petit peu fantomatique quand même sur donc il a su faire ce lien dans l'équipe de City, à prendre le jeu à son compte et franchement dans tous les secteurs du jeu au milieu de terrain il a été parfait, irréprochable quoi. Donc ça me paraissait logique qu'il y soit. Et puis si City passe contre le Real, c'est en grande partie grâce à lui, donc et puis défense, comme Joris, je pense exactement pareil. Il y a juste une petite surprise quand même. Ouais, Madsen, parce que pour moi Dortmund, même s'ils font une bonne phase de groupe,
on va pas dire qu'ils ont profité du mauvais résultat de leurs adversaires, mais un peu quand même. Donc, et je trouve que Madsen, depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver, il a apporté quelque chose à cette équipe. Là où côté droit, tu avais Ryerson qui était vraiment très très bon et apportait vraiment beaucoup à Dortmund. Sur le côté gauche, c'était vide, il n'y avait personne. Donc... Et puis même Ryerson a plus ce profil de latéral très défensif, ouais, tandis exactement. que Madsen est beaucoup plus offensif. Ouais, donc il a su apporter quelque chose en plus à Dortmund dans cette phase de groupe, phase finale pardon. Malheureusement, il rate sa finale et les 2 buts sont pour lui, je pense. Donc c'est dommage qu'il rate sa finale, mais sinon sur la phase de groupe, il a été très bon, il a apporté beaucoup à Dortmund. Ouais. Alors moi, si je peux me permettre, peut-être que certains vont dire que j'abuse un peu, mais pour moi, il y a un avant et après l'arrivée de Madsen pour Dortmund, parce qu'il a vraiment apporté ce profil offensif. Je crois que c'était Bensebaini qui était sur le côté, si je dis pas de bêtises. Et là, vraiment, il a apporté dans ce rôle de défenseur pareil qui vient au milieu de terrain pour faire une sortie en 3-2. Il a été assez impressionnant et il a été super bon. Il peut même être piston au final. Piston, il est super polyvalent, et dire qu'il n'a pas joué au début de saison parce qu'il était à Chelsea, il était cantonné sur le banc, donc voilà, bravo à lui. Ouais, c'est pour ça, moi je voyais, même si Mendy méritait d'y être, Mendy a raté un peu le début de saison à cause de petites blessures, assez récurremment avec lui. Donc c'est pour ça, j'ai décidé de mettre Madsen en avant. Ça récompense la saison. Ouais, voilà, exactement. Et puis en gardien, c'est différent de Joris, mais c'est aussi compréhensible. Ouais, parce que pour moi, sans Lunin, le Real sort en 8ème contre Leipzig. Il nous fait un match aller à 9 parades, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, là, il a été énorme. Saison révélation pour lui. Courtois a fait une grosse finale, mais il méritait de la jouer aussi parce que franchement, il a été irréprochable sur toute cette campagne de Ligue des Champions. Donc si le Real est arrivé en finale, c'est grâce à lui. Parce que même contre City, il a fait aussi un match retour énorme. Donc franchement, ça jouait avec Kobel, mais je trouve que Lunin a été plus impressionnant. Parce que personne n'attendait à ce niveau. Exactement, il fallait remplacer Courtois, il y avait le poids sur les épaules de Lunin de remplacer quand même un gardien comme Courtois. Ouais, quand tu dis que tu dois remplacer Courtois, faut avoir les épaules solides. Donc franchement, il a rempli ce rôle parfaitement bien cette année, donc il mérite d'y être pour moi. Louis, on va passer à ton 11 type de la saison 2023. À noter que j'étais plus rapide quand même que Joris. Évidemment. Après, on va pour continuer avec Louis, on va pas revenir sur les joueurs qu'on a déjà parlé avec Joris, c'est évident. On va plus parler des pépites que Louis nous a concoctées. Alors Louis, je te laisse commencer. Bon, le gardien, ça reste le même. J'ai mis Lunin parce que pareil, il m'a impressionné dans cette campagne de Ligue des Champions. On savait quand même que c'était un gros prospect et que le Real l'avait misé dessus depuis longtemps. Ça fait, je crois, depuis quelques années qu'il est là-bas. Ça fait au moins 3 ans, je crois. Voilà. Pas plus, parce qu'il a eu les 2 premières saisons, il était prêté, donc évidemment, même 4 ans. Non, puis on n'a pas précisé, mais de base, c'était pas Lunin qui devait être aligné. En plus, c'était Kepa, ouais, évidemment. C'était Kepa, donc ouais. Pour la défense, comme Martin, j'ai mis Madsen à gauche parce qu'il m'a impressionné et j'aime beaucoup ce joueur. Hummels, Rudiger comme mes 2 compères. Et puis j'ai mis Kimmich à droite parce que je voulais quand même mettre un joueur du Bayern de Munich, mais je voulais pas mettre Kane comme Joris. Ouais. J'ai préféré mettre Kimmich parce que dans ce rôle de défenseur droit, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place. On l'avait vu face à la Lazio au match aller dans un double pivot avec Goretzka, ça n'avait pas du tout marché, et même en sélection nationale. Et là, en sélection nationale et au Bayern de Munich, il est au défenseur droit, et là il est beaucoup mieux, donc j'ai voulu le récompenser. Ensuite, Kroos, Vitinha, pareil, je les ai mis. J'ai mis Tchouaméni parce que il a su combler les absences en défense. Et là, il faut le rappeler. Moi, je l'aurais mis en défenseur central. Il était défenseur central, effectivement. Mais oui, du coup, on peut pas mettre trop non plus de défenseur central. C'est ça. Je l'ai mis là, et puis je voulais récompenser parce que, pareil, il a réussi à vraiment s'intégrer au Real Madrid et avoir un rôle hybride que j'aime beaucoup. Puis j'ai mis Vinicius, Bellingham que j'ai mis en faux neuf. En faux neuf, exactement, comme il a joué un peu. Et puis la grosse surprise, j'ai envie de dire, au-delà de Kimmich, parce que Kimmich ça reste quand même du très très lourd, c'est Adeyemi qui est sur le côté droit de l'attaque. C'est ça. J'ai préféré mettre Adeyemi à Mbappé, Kane, parce que au-delà des 8 buts qu'ils ont mis, Mbappé, Kane, je vous demande d'enlever tous ces buts sur penalty. Je crois qu'on descend très vite à 3 buts sur la Ligue des Champions. Pareil pour Mbappé. Quand on pense à ces 8 buts, il y en a 4 qui sont face à la Sociedad et Barcelone. Voilà, c'est ça. Barcelone, il est à 10 contre 11.
Et la Sociedad, bon, j'ai pas besoin de vous faire de dessin pour savoir que Paris était au-dessus. Voilà, il n'a pas été très influent non plus face à Barcelone. Je dis pas que c'est quand même louable, faut le dire, mais je suis pas là à glorifier, il a mis quand même 8 buts. Oui, là c'est que les stats, tandis que là tu parles vraiment de l'impact dans le jeu. C'est ça, Adeyemi, là vraiment c'est le visage de l'attaque de Dortmund. On va peut-être me parler de Füllkrug, de Sancho, mais je trouve qu'Adeyemi, je voudrais vraiment mettre l'accent dessus, puisqu'il a vraiment apporté cette profondeur, cette rapidité, cette explosivité, et surtout défensivement, moi il m'a impressionné face au Paris Saint-Germain. Et il a vraiment ce rôle de soldat que j'aime beaucoup, et je pense que dans 1 an, 2 ans, l'Allemagne va pouvoir compter sur lui et ça va être la tête d'affiche de la Mannschaft. Enfin, c'est quand même à cause de... Pourquoi pas l'Euro ? C'est quand même à cause de lui que Dortmund perd la finale, hein, parce que lui, je pense qu'ils vont faire des cauchemars, les actions qu'il a loupées, le face-à-face contre Courtois. Mais ça aussi peut-être grâce à lui que Dortmund est en finale. C'est grâce à lui qu'on se procure ces occasions. C'est bête ce que je vais dire, mais le fait qu'il pense à faire l'appel au bon moment, avec la bonne vitesse, après, bien évidemment, tu peux lui en vouloir sur le dernier geste, et c'est tout à fait normal à lui d'être meilleur là-dedans. Un peu comme un Dembélé pour Paris. Hein, c'est ça. Comme un Kolo Muani en finale de Coupe du Monde. Hein. Non, par contre, j'ai été étonné de ne pas voir Sabitzer dans des 11. C'est vrai. Je trouve qu'il a fait, en élimination directe, il a fait un très bon job avec Dortmund. Ouais, mais t'as tellement de monde au milieu de terrain. C'est ce que j'allais dire. C'est que t'as quand même déjà du bon monde au milieu de terrain. Là, on a eu quand même plusieurs joueurs. Il y a eu du Tchouaméni, du Kroos, du Vitinha. Tout à l'heure, on a eu aussi Rodri, effectivement. Merci Martin. Donc, on voit que c'est assez varié dans les milieux de terrain. Merci à vous trois de m'avoir donné vos 11. Alors, je veux juste revenir dessus en vous disant que vous avez choisi plusieurs joueurs en commun. On a notamment Rudiger qui est revenu 3 fois, Hummels, Toni Kroos, Vinicius et évidemment Jude Bellingham. Donc, que des joueurs du Real. À part Hummels, ouais, effectivement. On va passer à cette troisième partie de l'émission. On va revenir principalement sur Real Madrid et sur un joueur en particulier, le cas de Vinicius Junior qui nous a tous éblouis de son talent. Juste pour vous donner des statistiques, cette saison, toute compétition confondue, il est à 24 buts et 9 passes décisives. Et sur la Ligue des Champions, il termine 3e meilleur buteur avec 6 buts et meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 5 passes décisives. Pour vous donner un peu plus de stats, meilleur joueur de Ligue des Champions par l'UEFA, équipe type de la saison, champion d'Espagne, champion d'Europe, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Bref, une saison XXL pour Vinicius Junior. Et on va se poser maintenant la question du Ballon d'Or. Vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Est-ce que Vinicius, Ballon d'Or, c'est une évidence aujourd'hui, Joris? Non, je pense que ça reste pas une évidence parce qu'on sait sur quoi est basé un peu ce Ballon d'Or, et il reste la compétition européenne et américaine avec la Copa América et l'Euro. Donc on a plusieurs prétendants au titre. Hein. Je pense à Toni Kroos qui peut faire comme Modric. Toni Kroos qui revient dans les débats, effectivement. C'est ça, qui peut faire comme Modric en 2018. Après, s'il fait une très bonne Coupe du Monde, qui est homme de la Euro, pardon, qui est homme de la compétition, il peut très bien prétendre au titre. On a Jude Bellingham avec l'Angleterre. Et après, il y a la Copa América. Donc, il y a... oui, si bien sûr Vinicius gagne la Copa América avec une très belle compétition, il n'y aura plus de débat. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour... Toni Kroos, s'il remporte ne serait-ce que l'Euro avec l'Allemagne, même sans être le meilleur joueur de la compétition, il sera... et comme Jude Bellingham qui gagne l'Euro. Effectivement. Voilà, c'est là. En tout cas... Le Ballon d'Or sera d'un joueur du Real Madrid, je pense. Et pour toi, Martin, ce sera un joueur du Real Madrid, le Ballon d'Or ? Ouais, parce que quand tu regardes les joueurs qui sont prétendants à la victoire du Ballon d'Or, ils ont tous fait une grosse saison au Real. Hein. Vinicius, Bellingham, Kroos, ils ont porté cette équipe cette année. Ils ont gagné avec des champions. Ils ont la possibilité avec leur pays d'aller chercher un trophée international. Donc, comme le dit Joris, hein, l'Euro et la Copa vont être deux gros facteurs importants pour départager ces trois joueurs. Donc non, c'est pas encore fait. Certes, avec en plus son but en finale, il prend une grosse option, hein. Mais c'est pas encore dit. Je pense que cet été va beaucoup compter. Et puis ouais, c'est pas encore fini pour moi. Et Louis, tes deux camarades n'ont pas évoqué un joueur, Kylian Mbappé. Pour toi, est-ce qu'il est encore parmi les prétendants ou pas du tout ? Si, oui, bien évidemment qu'il est encore parmi les prétendants, mais pour moi, je le vois pas gagner cette année, malheureusement. Même si la France gagne l'Euro ? Même si la France gagne l'Euro. Mais moi, j'ai une petite préférence tout de même pour Bellingham. Okay. C'est vrai que moi, il m'a vraiment bluffé. Il a été dans un nouveau rôle et j'aimerais que ce soit plus à lui qu'à Vinicius. Donc, actuellement, faisons le point. Actuellement, là, on est en juin. Qui, pour vous, est l'actuel Ballon d'Or ? Joris. Vinicius.
Martin? Ouais, Vinicius aussi. Et Bellingham. Louis? Bellingham. Bellingham, ok. Bon, on a parlé d'un joueur qui est actuellement au Real Madrid. On va parler d'un qui vient d'arriver au Real Madrid. C'est Kylian Mbappé qui a donc signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2029 avec le club de la capitale espagnole. Il portera donc le numéro 9. C'est un petit peu... voilà, c'est la fin d'une longue série, d'un long feuilleton, merci Louis. On rappelle que le Real avait déjà tenté sa chance en 2016 quand Mbappé a signé son premier contrat pro à Monaco. Puis en 2017, quand il a finalement rejoint Paris, le Real était en pôle aussi pour le recruter. Et puis la dernière fois, c'était en 2021, juste avant sa prolongation, puisque le PSG avait refusé 180 millions d'euros de la part de Florentino Pérez pour derrière le laisser libre. Ça, après, la gestion du Paris Saint-Germain reste très douteuse concernant son cas. Kylian Mbappé a donc rejoint ces dernières semaines le Real Madrid. On va se poser la question par rapport au point de vue du Real Madrid cette fois, et pas par rapport à Kylian Mbappé. Est-ce que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est forcément utile pour le club madrilène? Martin, je te laisse me dire ce que tu en penses. C'est dur à dire parce que ils sortent d'une saison, ils font le doublé, même le triplé si tu comptes la Super Coupe d'Espagne, le championnat plus Ligue des Champions, donc tu peux te dire non, enfin ils ont réussi à faire le triplé donc pas besoin. Mais avec son arrivée, ils peuvent aller encore faire mieux, écraser la concurrence, avoir encore moins de rivalité en championnat et en Ligue des Champions. Donc forcément, quand tu as un joueur de ce niveau-là qui vient dans ton équipe, forcément ça peut améliorer ton 11 de départ et ton effectif. Donc oui, je veux dire oui, forcément. Quand tu as un joueur du niveau d'Mbappé qui te planque minimum 40 buts par saison depuis 5 ans, ça va aider. Surtout quand tu sais qu'au Real Madrid, tu n'as plus ce numéro 9, enfin cet attaquant qui te plante justement ces 40 buts. Ça peut grandement servir au Real Madrid pour l'année prochaine. Et juste pour la petite info, il est sur sa saison record. C'est-à-dire que sa saison où tout le monde le critique par rapport à ses performances, au niveau des statistiques, il n'a jamais mis autant de buts dans sa carrière en une saison. Il a 44 buts. Le record qu'il avait avant, c'était 42 buts. Ça prouve aussi la grande saison qu'il est en train de faire, sachant qu'il n'y a pas encore l'Euro. Il ne faut pas oublier qu'il y aura l'Euro. Il pourra encore étoffer, peut-être atteindre les 50 buts cette saison. Donc c'est quand même hallucinant pour un joueur qui n'était même pas, lui-même l'a dit en conférence de presse, il n'était même pas à 100% de son niveau. C'est quand même assez impressionnant. Quand tu vois que le meilleur buteur du Real cette année, c'est Vinicius avec 24 buts, Mbappé en a 20 de plus, 20 buts dans la saison, ça compte. C'est énorme. Donc forcément, ça va changer les choses. On va juste écouter avant de vous entendre, Joris et Louis, sur la question. Kylian Mbappé qui était interrogé forcément en conférence de presse. C'était la première conférence de presse après sa signature au Real Madrid. C'était évidemment pendant le rassemblement des Bleus. Le capitaine des Bleus a pris la parole immédiatement avant d'enchaîner sur les questions pour revenir sur sa décision et on le sent plus qu'heureux. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Louis, on sent un homme heureux, un nouveau Mbappé, j'ai envie de dire, après cette conférence de presse et cette signature. C'est ça, peut-être un Mbappé qui va être peut-être de nouveau motivé. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais avec de nouveaux coéquipiers, avec enfin un vrai statut à avoir. Totalement, parce que là, si le Real Madrid ne gagne pas alors qu'il est là, on va quand même se poser commencer à se poser des questions, etc. Et lui-même l'a dit, il vient en toute humilité au Real Madrid. Il vient en étant beaucoup plus petit qu'il l'était au PSG. C'est peut-être aussi un avantage. Il a intérêt. Oui, c'est ça, c'est un avantage, heureusement, parce qu'il n'arrive pas avec des ballons d'or et des Ligues des Champions dans son sac. C'est bien beau les Ligue 1, mais... Oui, non, mais c'est peut-être là où on peut justement retrouver le Kylian Mbappé de Monaco. Celui qui était assez foufou, qui avait un jeu exceptionnel, qui se démarquait tout le temps, qui a été explosif, et c'est ça qui manque au Mbappé d'aujourd'hui, et puis peut-être qu'on va le retrouver avec le Real Madrid parce qu'il n'aura pas le choix au final de faire ça. Quand tu le vois là, il a l'air tellement libéré, tu sens que sa dernière saison PSG c'était une saison galère, prison on va dire presque. C'est ce qu'il a dit. Parce que quand tu le vois sur ses dernières conférences de presse sur les derniers mois, et là tu vois qu'il retrouve le sourire, qu'il est beaucoup plus détendu.
Et il avait besoin d'annoncer ce transfert, il l'attendait depuis longtemps, je pense. Donc ça va lui faire du bien et c'est de bon augure pour nous pour l'Euro. On va afficher maintenant la composition du Real Madrid lors de la finale face au Borussia Dortmund. Bon, forcément, il va y avoir du changement l'année prochaine, mais on va s'intéresser au placement de Kylian Mbappé, au positionnement de Kylian Mbappé dans ce 11, parce que forcément à ce prix-là, on va forcément le mettre titulaire directement. On sait que Kroos, c'est fini. Nacho également. Donc on aura peut-être Tchouaméni à la place de Kroos, imaginons, et dans tous les cas, ça on s'en occupe pas de la défense. Tu mets Militao ? Tu mets Militao, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que où va se positionner Kylian Mbappé dans ce 11 ? Est-ce que Joris, t'en as une idée ? Qui tu vires de ce 11 ? Bah, j'ai pas besoin de virer qui que ce soit. Les deux joueurs que tu veux remplacer, ils partent. Donc, Kroos, de toute façon, il part. Donc, je pense qu'on mettrait Camavinga, Valverde avec Bellingham en MOC. Et ne pas oublier Tchouaméni, quand même. Tchouaméni, tu le mets en défenseur central. Avec le Real Madrid, il est très bon en défenseur central. Mais de toute façon, il n'y aura pas... s'il fait pas ses preuves, t'as un Valverde qui, pour moi, est titulaire presque indiscutable. Camavinga qui fait son travail... en récupérateur, et puis Bellingham qui va être en milieu offensif avec un Mbappé en avant-centre et puis en pointe. Okay. Bah, c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié. Il porte le numéro 9, il a été qualifié par les journalistes d'avant-centre du Real Madrid, donc il n'y a pas de raison qu'il soit autrement. Je pense que sur le côté, ça va pas aller avec le système qu'Ancelotti voudra mettre en place avec le Real Madrid. Cette composition marche déjà très bien, donc il n'y a pas de raison qu'il la bouscule trop. Et donc, si on t'écoute, il va falloir la bousculer, justement. Parce oui, que mais mettre 2 attaquants en pointe, mais 3. Oui, mais après, quand t'as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, voilà. Et puis après, t'as le milieu où t'as Camavinga et Valverde qui vont tenir les ponts avec Bellingham qui va apporter cet appui offensif. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Louis, toi, tu vois les choses comment ? Moi, je vois les choses différemment, malheureusement pour Rodrigo. Je pense que Mbappé va prendre sa place. Après, l'argument du numéro 9, de base, quand il voulait arriver, il voulait prendre le 10, mais par respect pour Modric, il a pris le numéro 9. Évidemment, ouais. Donc, je le mets quand même en pointe. Mettre Camavinga à la place de Toni Kroos et partir sur un 4-3-3 avec un MOC Bellingham, ça va totalement changer la tactique d'un point de vue offensif pour le Real, parce que Kroos il redescendait en défenseur central dans les phases de préparation. Moi je vois plus Tchouaméni prendre ce rôle, descendre et avoir peut-être cette base à 3 avec Tchouaméni, Militao et Rudiger. Donc malheureusement, moi je garderais toute cette ossature, mettre Tchouaméni à la place de Kroos, et du coup c'est Rodrigo qui en ferait les frais. Donc on garde ce dispositif-là. Ouais. Et on met juste Mbappé à la place de Rodrigo, et forcément Tchouaméni. Donc Mbappé à la place de Rodrigo en pointe associé à Vinicius. C'est ça. Et Martin, toi tu vois comment cette composition du Real Madrid ? C'est dur à dire, hein. Je pense que là, Carleto, il y a le cerveau qui chauffe. S'il reste. Oui, il va rester pour l'année prochaine. Donc, oui. Il se creuse déjà la tête pour savoir comment il va animer tout ça, parce que, comme l'a dit Louis et Joris, moi je suis d'accord avec les deux. Après, si tu restes sur un milieu à 4 comme ça, je pense que tu as un déficit au milieu de terrain, parce que si tu mets en plus Tchouaméni, tu perds cette profondeur de banc que tu avais cette année. Et puis si tu passes sur un 4-3-3 comme le disait Joris, je pense que Bellingham jouait à ce poste-là en tant que milieu plus reculé à Dortmund, et ça marchait très bien, moins décisif mais dans l'apport du jeu tout aussi efficace. Et devant, Vinicius, Rodrigo et Mbappé, je pense que les trois sont capables de permuter, les trois savent jouer aux 3 postes de devant. Donc c'est un gros avantage. Je pense que la tactique du Real va jamais être fixe. Je pense que les 3 devant, si ça joue à 3 devant, ça va toujours tourner. Et pareil pour le milieu de terrain, on n'aura jamais le même milieu de terrain au Real Madrid, et pour conserver cette profondeur de banc qu'ils ont réussi à avoir cette année. Et puis même pour revenir sur Bellingham, il n'y a plus besoin d'être aussi décisif. Voilà, exactement. Et c'est sûr, Mbappé va pouvoir, je pense, libérer du poids offensif à Bellingham, qui va pouvoir plus se concentrer sur ce lien entre le milieu de terrain, la défense et l'attaque devant. Bon et bien messieurs, merci d'avoir pu débattre dans cette émission autour du Real Madrid et de cette Ligue des Champions 2023-2024. Pour clôturer cette émission, quoi de mieux qu'un jeu spécial Ligue des Champions, et j'ai même envie de dire spécial Décima, spécial décennie du Real Madrid, parce que cette décennie 2014-2024 a été surdominée par le Real Madrid. Du coup, vous allez me donner
la composition, enfin les deux compositions Les deux. de la finale Real Madrid-Atlético 2014 où le Real Madrid s'impose 4-1 avec 3 buts en prolongation. 3 buts en prolongation, on ne donnera pas les buteurs. Allez Louis, on va commencer avec toi avec la composition du Real Madrid. On finira par l'Atlético qui est peut-être potentiellement beaucoup plus dur. C'est une mort subite comme d'habitude. Ok. Vas-y Louis, je te laisse commencer, donne-moi un nom. Cristiano Ronaldo. C'est bon, Cristiano Ronaldo. Tu m'as fait peur. Facile. Martin, à toi. Casillas. Iker Casillas, c'est bon, et capitaine de cette finale. Moi j'hésitais avec Diego Lopez. Je crois qu'il y avait une alternance. Il n'y a pas Diego Lopez. Il n'y a même pas dans le. Alors, il est peut-être remplaçant sur la feuille de match, il est peut-être remplaçant, effectivement, mais dans mes compositions de titulaires, enfin, dans les titulaires, il n'y a pas. Joris ? Le buteur à la 93e, Sergio Ramos. Évidemment, Sergio Ramos, c'est bon, titulaire. On va revenir à toi, Louis. Gareth Bale. Gareth Bale, c'est bon, La BBC, c'est bon, hein. ça passe pour Louis. Martin, à toi. Pépé. Enfin, Pep. C'est une élimination pour Martin. c'est dur. À moi Joris, c'est à toi. Qui c'est qu'on a dit là Ça me perturber aussi. Ah bah la Contrao, pardon, en latéral gauche. Son prénom ? Oui, Fabio. Fabio Quattraro, évidemment, c'est bon, il peux est revenir, du coup titulaire. Bah non, t'es mort. toi. Pas du tout. C'est plaisir. C'est un mano à mano entre vous deux, entre Louis et Joris. Louis, J'en ai à tellement. toi. Di Maria. Non, il est rentré en jeu. Di Maria, non, il est rentré en jeu. Mais non. C'est bon pour Louis, ça Encore passe. Il était titulaire au milieu de terrain. Ouais, j'ai tellement hésité à le dire. Di Maria, Je pensais qu'il était rentré en jeu, moi. Joris, Dani Carvajal. Pas peur comme ça. Dani Carvajal. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Dani Carvajal. Ah oui, c'est bon. J'ai du suspense. Alors, On n'a toujours pas trouvé le défenseur avec Ramos. Non. Ok. Bah, Eh c'est bien, Louis, facile, c'est à du toi. coup. Kedira. Sami Ah, Khedira, oui, ça bien. passe pour Louis. Et là, il va falloir que Joris Ouais. réponde immédiatement. Pourquoi mais alors Je rigole. Raphaël Varane. Raphaël Varane, c'est bon. Ah J'accepte. oui, Raphaël Varane. Putain, je suis Louis. tellement con. Je te donne la réponse. Je suis dégoûté. Benzema. Benzema, évidemment. Dernier milieu. Et qui Il en manque un. Ah bah oui, vas-y, c'est oui. bon. Ah, attends, il était pas là encore. Bah non, je suis con. Joris, Ah, moi je et l'ai là, ça va fait. se compliquer. On va faire en 5 secondes. 5, Bah attends, Ah non, donc attends, 4. d'où Je suis pas sûr. 3, Pourquoi moi parce qu'il en reste plus qu'un. 2, Bah oui, bah laisse-moi chercher. Ah. Si on a plus qu'un, c'est plus compliqué. il n'y a pas de réponse. Luka Modric. Il n'y a pas de réponse. Luka Modric. Je l'ai dit. Je l'avais. T'es sérieux? Non, Joris, je te promets que je l'avais avant que tu le dises. Et alors, c'est à mon tour. Joris, les règles sont les règles. Alors, je t'ai dit 5 secondes. Attends, lui, pour Joris, chercher tu as son... l'occasion de te rattraper, il reste encore l'Atlético Bah Madrid. ouais, mais moi je... Non, en fait, ça compte pas le Real. Moi, je suis prêt à remettre mon truc sur l'Atlético. Louis, tu as gagné. Les règles sont les règles. Mais Louis, t'as- tu as t'as- gagné. Allez, on remet tout à zéro et on part maintenant sur l'Atlético Madrid. Le commencer 11 titulaire. Joris, cette fois-ci, c'est à toi de commencer. Buteur Godin. Diego Godin, c'est bon, ça passe. 36e. Martin. Yann Oblak. C'est une élimination pour Martin qui décidément ne gagnera pas à ce jeu Il était aujourd'hui. pas là, Oblak, déjà Gardien Thibaut Courtois. Bah oui, Évidemment, bah c'était oui, pas putain, Yann Oblak, c'était Thibaut Courtois en 2014. Bien joué, Louis. À toi, Joris. Thiago Alcantara en milieu. Thiago Alcantara, c'est un grand nom. Non, il est espagnol. Thiago, ça passe. Thiago. Est-ce que Louis, tu acceptes Non mais attends, c'est bon, il m'a déjà payé sur Modric. Vas-y, j'accepte. Et moi, je peux revenir, du coup C'est beau jeu de Louis. Bien sûr qu'il Martin, accepte, évidemment. T'as l'intérêt à accepter. Regarde, j'accepte parce que je veux dire Gabi. Gabi, ça passe, évidemment. Oui. Capitaine lors de cette finale. Et Joris, maintenant, il va falloir. Ouais, attaquant répondre. Villa. David Villa, ça passe, évidemment. Défenseur droit, Juan Fran. C'est tellement précis. Là, vous êtes bon. Là, on est sur un vrai mano à mano. Non, arrête. Alors la j'allais le dire en plus, défenseur central Philippe Luis. Défenseur central. Du latéral. Ouais. Philippe Luis. Joris, Arrête. tu vas devoir me donner un autre nom sinon t'es éliminé. Pourquoi J'ai entendu cette triche de la part de Martin. J'ai entendu ce soufflement. dans Ok, l'oreille. je crois que je l'ai, mais j'ose pas le dire. Thiago Costa. C'est bon. Tu valides ton tour. Allez, à toi, Louis. Miranda. Moi. Miranda, ça passe, évidemment. Coquet. Coquet, c'est une bonne réponse. Louis, il va falloir que tu trouves ce dernier joueur Ouais, je l'ai. Si. pour C'est quoi le poste? pour faire égalité. Attaquant. Mais non, De c'est Coquet. pas attaquant. Coquet était milieu gauche, Non, c'est un milieu droit. non, mais pardon, c'est quoi le c'était, poste Ah, mais je sais pas Casse. que tu peux. Ouais, je me souviens. milieu gauche. Ah ouais. Bon, bah, c'est bon, je l'ai. Ouais. Je tente. Saúl Ñíguez. Non. Ce n'est pas bon et c'est une victoire de Joris sur ce jeu pour l'Atlético Madrid. Un partout. Ferran Carrasco. Non, Il faut moi, un- je l'ai. Arda Touran. C'était Raúl Garcia. Putain, Raúl Arda Garcia. Touran, Raúl il était Garcia. sur le banc. C'était Raúl Garcia effectivement qui aujourd'hui Faut est à un, l'Atlético. faut un truc pour nous Bilbao. départager là. Pardon. Il va falloir vous départager Ouais. parce que là on est à un partout. Les buteurs. Déjà bravo à vous deux. Les coachs. Pour vous départager, ça va être une question on va dire de rapidité. Le premier qui répond
Combien de Ligue des Champions le Real Madrid? Non, ça va être sur le Real Madrid. Tenez-vous prêts. Qui est l'unique buteur de la finale face à Liverpool en 2022? Vinicius. C'est bon pour Louis, Vinicius et Louis qui gagnent ce jeu. Et bien bravo Louis pour cette victoire, bravo à tous et merci d'avoir pu débattre dans cette émission spéciale Ligue des Champions et à Real Madrid. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 émissions en une semaine. Et il y aura d'abord le débrief de Roland Garros. Voilà, on ne connaît pas encore le vainqueur à l'heure où on se parle. Et puis évidemment, on est à moins d'une semaine de l'Euro. Il y aura forcément cette émission spéciale Euro. Ce sera vendredi prochain. Donc soyez à l'affût sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, abonnez-vous et portez-vous bien.